C'est bon? Super. J'étais en train de me dire, c'est dommage, on aurait pu en profiter pour vous demander de vous présenter pendant l'attente, mais j'étais un petit peu focus sur l'informatique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. On va essayer de tenir le timing. Donc, on va vous présenter un petit atelier sur le bon usage de LinkedIn. On va vous dire un petit peu voilà, pourquoi on a choisi ce sujet. On va se présenter peut-être d'abord rapidement. Donc, me concernant, donc moi je suis Lorraine Herbelin, je travaille pour l'agence de fundraising Opening. Donc, je dirige le département Opening Philanthropia, qui est spécialisé plutôt en grands dons, grands donateurs individuels, mécénat d'entreprise, mais également en stratégie globale de collecte, notamment auprès des acteurs de l'ESR. C'est plutôt mon service dans l'agence qui vous accompagne le plus souvent. Voilà. Et sinon, l'agence, au sens large, voilà, peut accompagner ses clients, notamment dans le secteur caritatif, sur tous les aspects d'une collecte, y compris les grandes campagnes de marketing direct. Voilà. Et donc, à mes côtés, Guillaume. Enchanté. C'est bon, ça marche? Oui. Donc, je suis Guillaume Salle. Moi, je suis solopreneur, c'est-à-dire indépendant, on va dire. Et en fait, j'ai deux activités principales. La première, c'est que j'accompagne les acteurs de l'impact environnemental et social, notamment les entrepreneurs, à prendre la parole sur LinkedIn et à communiquer. Donc, c'est-à-dire que je rédige directement leur post LinkedIn. On appelle ça du ghostwriting. Et en parallèle, je forme et j'accompagne aussi les entreprises, les associations, les ONG, on va dire dans le secteur toujours de l'impact environnemental et social, à accélérer un petit peu leur production de contenu en interne et à pousser quelque part leurs collaborateurs à prendre la parole sur LinkedIn. On y reviendra. Est-ce que tu voulais poser quelques questions peut-être rapidement à l'assistance? Oui, avant de lancer un peu l'atelier, je vais commencer par 3 petites questions rapido. Ça nous permettra de faire un petit échantillonnage et de voir si vous êtes représentatif de la population présente sur LinkedIn. Première question, qui dans la salle a un compte LinkedIn? Ok. Qui maintenant est actif? Par actif, j'entends like des posts, en commente. Qui publie du contenu? Ok, je pense qu'on est une moyenne, on est la moyenne haute en termes d'échantillonnage, je dirais, sur une base standard. Mais bon, plutôt intéressant si vous êtes actif, je pense que du coup, ça sera intéressant pour aller un peu plus loin peut-être dans les contenus. Et peut-être au-delà de ça, par rapport à les structures pour lesquelles vous travaillez, lesquelles d'entre vous estiment que, alors je vais parler au niveau de l'institution elle-même, l'école ou l'institut pour lequel vous travaillez, ou au niveau de sa fondation, et de ses dirigeants, présidents, directeurs, qui estiment que, voilà, que tous ces comptes sont suffisamment actifs sur LinkedIn et ont une audience large. Si vous deviez... OK. Très bien. Parfait. Alors, pourquoi cet atelier? Pourquoi LinkedIn? Alors ça, c'est un peu notre sentiment à l'agence ces derniers temps. C'est que, notamment sur l'enseignement supérieur, il y a, on va dire, quand même un enjeu de recrutement de nouveaux donateurs et de jeunes donateurs, aller chercher notamment sur l'enseignement supérieur les promotions, des promotions plus jeunes par rapport à vos donateurs classiques. Il y a un enjeu de volume pour ceux qui font de la collecte en fonds annuels. Nous, ce qu'on constate chez certains acteurs qu'on a pu accompagner, c'est une certaine stagnation, un manque d'engagement, encore une fois, des jeunes promos. Et c'est dommage parce que une partie d'entre eux, ce sont vos grands donateurs de demain. On est souvent un peu meilleur en grand dos qu'en fonds annuels en ESR. Donc voilà, c'est dommage de ne pas y dédier un petit peu plus de temps. Et puis, même en termes de grands donateurs, vous pouvez utiliser LinkedIn pour aller chercher ce genre de profil directement. Donc, on a eu envie de vous parler de ça parce que pour nous, c'est un outil qui est intéressant. C'est un réseau qui nous parle, qui est un réseau professionnel qui se prête bien à ce genre d'action. Et puis, voilà, faut aller quand même vers le digital. Nous, on trouve qu'il y a une certaine frilosité des acteurs de l'ESR à vraiment s'emparer de ces techniques. Donc, voilà, on avait vraiment envie de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec LinkedIn.
Alors, pourquoi LinkedIn aussi, pardon, avant de passer sur les chiffres clés, en tant que réseau, aujourd'hui, LinkedIn, c'est plus ce que c'était à une époque, c'est-à-dire une grosse banque de CV en ligne ou un réseau qu'on va juste utiliser pour chercher du travail. C'est un réseau qui est devenu un véritable réseau social. Il ressemble d'ailleurs de plus en plus un peu à Facebook hein, dans son organisation. Il y a un fil d'actualité, il y a des formats de contenu assez différents et variés. Donc ça devient petit à petit, en tout cas les spécialistes le disent, une espèce de Facebook professionnel. Et d'ailleurs, il y a des gens qui publient du contenu qui devient de plus en plus perso également. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un réseau social qui est beaucoup moins encombré en termes de contenu qu'un Facebook ou qu'un Instagram. Donc il y a beaucoup de gens qui sont présents. Moi, personnellement, c'est mon cas. Moi, je ne publie jamais rien. Alors, vous publiez, c'est super. Mais la plupart des gens ne publient pas. Donc, voilà, il y a vraiment, on va dire, de la place pour s'exprimer et pour gagner en visibilité. Voilà, donc il y a vraiment des choses à aller chercher pour se faire connaître via ce réseau. Quelques chiffres clés sur LinkedIn. Donc en mai 2020, alors tu as peut-être des choses un petit peu plus récentes, hein, tu nous diras, mais LinkedIn a passé le cap des 20 millions d'utilisateurs, hein, soit 69% de la population active. En France, l'année dernière, on évaluait à 11,5 millions le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur LinkedIn. Et donc chiffre qui est en augmentation. On a une audience qui est effectivement majoritairement B2B, constituée de cadres et de CSP+, donc on est bien dans les cibles. Et également, pour info, 29% des utilisateurs de LinkedIn en France habitent dans la région Paris-Île-de-France, ce qui colle assez avec une partie du profilage donateur qu'on peut trouver. Juste pour compléter, Lorraine, peut-être dire que justement on a parlé d'opportunités en termes de visibilité sur ce réseau social et du fait qu'il était moins encombré que d'autres réseaux sociaux. En fait, ça tient au fait qu'on a une audience qui est active, qui se connecte, hein, donc c'est 11 millions. Alors, les utilisateurs actifs mensuels, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que c'est les gens qui se connectent simplement au moins une fois par mois à la plateforme. Donc effectivement, sur les 11 millions, mais on sait qu'il y a des audiences qui sont présentes. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues que vous pouvez avoir sur vos posts. Et c'est la première chose, mais le potentiel de visibilité, il se situe dans le ratio entre les gens qui sont présents, l'audience, et les gens qui publient effectivement du contenu et qui créent du contenu. Donc c'est en train un petit peu de changer, c'est-à-dire que jusqu'à il y a encore un an ou deux, LinkedIn était vraiment l'Eldorado, entre guillemets. Pour peu que vous commenciez à positionner un peu du contenu en maîtrisant un peu les codes de la plateforme, en ciblant une audience précise et en l'éduquant, entre guillemets, vous pouviez générer de grosses visibilités. C'est toujours le cas, même si la visibilité a réduit un petit peu du fait justement du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes actives sur le réseau qui partagent des contenus, et donc la part du gâteau, entre guillemets, à se partager entre les différents utilisateurs actifs est moins importante. Juste un dernier truc, et ça vous permettra peut-être quand je me suis présenté, j'ai pas dit une chose, c'est que justement moi j'ai développé toute mon activité grâce à LinkedIn, et notamment avec une stratégie de publication et de visibilité. Et donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai vraiment investi le réseau. Et sur l'année dernière, pour vous donner des ordres de grandeur et d'idées, l'année dernière, j'ai généré à peu près 7 millions de vues sur tous mes posts. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ma manière naturelle et organique, on va dire, de générer des flux entrants, même si on aura l'occasion de parler peut-être un petit peu prospection, si c'est des choses qui vous intéressent. Ce ne sera pas au cœur de la présentation, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, pourquoi, encore une fois, LinkedIn, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable levier de visibilité organique, c'est-à-dire visibilité, viralité qui se produit d'elle-même. Donc le réseau, il continue d'évoluer, hein, donc la viralité naturelle des posts, elle est encore très forte sur LinkedIn. C'est moins le cas sur Facebook, de moins en moins, là où le réseau en fait a tendance à limiter exprès en fait les contenus viraux. Et donc cette viralité, elle permet de sortir du premier cercle, hein, de vos abonnés, followers, c'est Twitter, mais hein, LinkedIn, c'est abonnés, et donc d'aller au-delà, d'aller toucher les abonnés de vos abonnés, les contacts, etc. Donc ça, c'est un levier assez puissant, justement, pour élargir votre cercle de sympathisants et de prospects.
Et puis, il y a des nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ça y est, c'est fait. Bon, donc maintenant, et ça c'est une nouveauté, il y a effectivement des liens cliquables directement dans des images ou des vidéos que vous pouvez poster. Et donc, ça permet de générer du trafic vers un site, une landing page, un formulaire de don, pourquoi pas. Donc voilà, le réseau évolue et s'adapte à ces nouveaux usages qui nous arrangent bien en termes de notoriété et en termes de collecte. Alors, LinkedIn, c'est aussi un vivier qualifié pour la prospection, prospection de donateurs en tant que tel. Pourquoi ? C'est quand même toujours une gigantesque bibliothèque de CV et en fait, il existe des outils alors qui sont payants, hein, mais qui permettent vraiment de sourcer, de filtrer les profils qui vous intéressent, hein, notamment par exemple sur le diplôme, évidemment, mais pas que. Et qui vous permettent d'aller sélectionner vraiment les personnes que vous avez envie de toucher. C'est pour ça que je vous parlais du fonds annuel, mais je vous parlais aussi des grands donateurs. Vous pouvez tout à fait, grâce à ces outils, aller de manière vraiment marketing, cibler les profils en fonction bien sûr du diplôme, mais également du poste de la personne, aller cibler les personnes qui vous intéressent directement. Et donc, il y a des outils d'automatisation qui sont extérieurs à LinkedIn, mais qui peuvent se pluguer en quelque sorte sur LinkedIn, qui permettent vraiment de faire des campagnes de collecte, hein, de les scénariser, d'automatiser des envois de messages. Et si vous les utilisez bien, hein, vraiment dans les règles de l'art, donc sur des segments homogènes, avec le bon message, la bonne proposition qui puisse convaincre la personne à laquelle vous l'envoyez via LinkedIn, ce sont des mécanismes qui permettent d'obtenir de très bons résultats. Là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, hein, mais Guillaume connaît très très bien, donc il pourra répondre à vos questions sur le sujet à la fin. Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas dans le détail ici ? Parce qu'on va insister sur la première partie qui est vraiment la visibilité, la notoriété, le fait d'acquérir de nouveaux sympathisants, on va dire, et de les amener ensuite à faire une action qui peut être un don. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça au démarrage, il ne faut pas espérer que le reste fonctionne. En tout cas, ça n'aura pas du tout le même impact. Et comme ces outils sont payants, autant mettre tout en place au démarrage pour avoir le meilleur ROI possible en termes de campagne de collecte active sur LinkedIn dans un second temps. Donc, 3 objectifs clés grâce à LinkedIn. Premièrement, la notoriété, hein, travailler vraiment la reconnaissance et la présence à l'esprit. Ça, c'est vrai au niveau de votre institution, c'est vrai au niveau de votre fondation. Donc, vous rappeler au bon souvenir de votre cible et faire en sorte que qu'ils pensent à vous, qu'ils vous voient souvent, qu'ils se souviennent de vous. Et donc, au moment venu où vous viendrez leur demander un don, ce sera beaucoup plus naturel que si vous débarquiez directement avec un poste lié à la collecte. Du plaidoyer aussi, c'est-à-dire vous permettre de vous positionner vraiment comme un expert sur vos sujets, sur vos domaines d'expertise, grâce à du contenu qualifié, du contenu de fond, qui va permettre de drainer des sympathisants, même au-delà de votre communauté directe. Et puis, bien sûr, la collecte, hein, toute cette stratégie, nous, on le voit dans ce sens-là, c'est une stratégie de com aussi, mais en termes de fundraising, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'élargir votre cercle et d'aller petit à petit trouver de nouveaux donateurs et fidéliser ceux que vous avez déjà aujourd'hui en base et leur parler d'une manière différente. Alors, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, je ne pense pas, mais on a fait quelques petites captures d'écran. Alors, on est allé chercher les gros, hein, parce que c'est plus facile de critiquer ceux qui sont au top. Ici, j'ai pris trois directeurs généraux ou présidents de grandes écoles ou d'universités phares, et je suis allée voir un petit peu comment ça réagissait sur leur post personnel LinkedIn. Alors, plutôt sur les postes liés à l'institution en elle-même. Alors, c'est pas mal, hein, globalement. Là, j'ai pris les moins bons, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs. Donc là, on a 46 likes, 91, 41. Donc pour info, là, c'est HEC, ESSEC et Polytechnique. Les pages personnelles, hein, des dirigeants, pas les pages institutionnelles. Il n'y a pas 8 republications, un seul commentaire, pareil, un commentaire. Donc, bon, c'est pas
super. L'idée, et vous le verrez après dans le cas pratique qu'on étudiera avec Guillaume, c'est que si ça avait été rédigé différemment, ça aurait permis d'engager beaucoup plus d'auditeurs et enfin de provoquer plus de réactions. Ouais, et puis surtout en complément, c'est l'idée de voir aussi que vous avez une chance, c'est de travailler dans des institutions qui ont une notoriété naturelle, avec des comptes de gens qui ont un réseau, qui ont un vécu professionnel et qui ont une légitimité naturelle. Je veux dire, quand on est le président de l'école polytechnique, généralement, quand on prend la parole, on a plutôt, enfin, l'audience qui est en face a plutôt tendance à vous écouter. Et moi, dont c'est le métier en fait de donner de la visibilité à des comptes de dirigeants, je peux dire d'expérience que c'est beaucoup plus facile de faire décoller le compte LinkedIn d'un chef d'entreprise qui a 1500 salariés plutôt que de quelqu'un qui est en freelance et qui travaille tout seul dans son coin, etc. Même si, même si c'est pas impossible. Et la preuve, je veux dire, c'est que sur LinkedIn, vous avez enfin, c'est la revanche des quidam entre guillemets, mais je veux dire, vous avez des freelances ou des gens qui ont commencé tout seuls devant leur ordi à positionner du contenu, à travailler une audience et à positionner du contenu qualifié, des analyses, du contenu actionnable, etc. Et qui réussissent aujourd'hui à avoir des visibilités assez incroyables et bien supérieures à des PDG du CAC 40 ou à des comptes dont on pourrait penser naturellement qui sont prototypés entre guillemets pour avoir de la visibilité parce qu'ils ont une légitimité, une antériorité, etc. Donc après, voilà, là c'était l'idée d'illustrer un petit peu et je vous montrerai moi dans le cadre d'un lancement particulier pour une boîte que j'ai accompagnée sur LinkedIn, que vous avez peut-être vu passer, on verra ça, mais on verra comment à la fois la manière de rédiger, le fait de raconter des histoires en partie est au cœur un peu d'une stratégie réussie et on pourra réfléchir à des applications sur des lancements d'événements, de collectes, ce genre de choses. Alors de même là, 3 exemples, cette fois-ci sur les pages institutionnelles des fondations. Donc là, on a X, Les Ponts et Dauphine, avec des posts liés à des actions de collecte. Donc ça, vous le faites, hein. D'ailleurs, on vous le conseille, quand vous êtes en campagne ou vous avez une action de collecte, relayez sur les réseaux sociaux. Force est de constater que ça ne marche pas des masses en termes de réactivité et d'attractivité sur ces posts, hein. Là, on a 22 réactions, 11, 29 avec quand même 6 republications sur Dauphine, mais c'est pas beaucoup et c'est pas comme ça effectivement qu'on arrive vraiment à faire vivre une campagne de collecte. Donc voilà, l'idée aussi de toutes ces stratégies, c'est de faire en sorte que quand vous parlerez de vos actions de collecte, et ben là, pour le coup, ça va marcher. Alors, est-ce que ça deviendra viral avec un grand V? On l'espère, c'est l'idée. Mais en tout cas, c'est vraiment de progresser sur cet aspect-là. Alors, là, on va parler des influenceurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, la visibilité, donc la viralité, elle est beaucoup plus forte quand les choses partent d'une page personnelle et non pas d'une page institutionnelle. Voilà. Sur LinkedIn, quand on affirme ses opinions, son engagement, et que voilà, ce qui intéresse les gens, c'est quand c'est une personne qui s'exprime et non pas une institution ou une marque. Et typiquement, Guillaume me disait qu'il y a quelques pages institutionnelles ou corporate qui fonctionnent extrêmement bien sur le sujet, mais c'est parce que dès le départ, elles ont été en fait construites comme des médias et non pas comme des pages institutionnelles classiques. À relayer l'actualité. On va dire. Voilà. L'actualité, voilà. Le principal frein à la viralité des pages d'entreprise, c'est le fait qu'elles soient purement auto-centrées. Et là où les gens cherchent du sens, des messages, des histoires, du contenu qui leur permettent soit de s'instruire, soit de réfléchir, soit de se divertir. Voyez, et c'est pour ça que les entreprises qui se sont conçues, les pages un peu corporate qui se conçoivent comme des médias, ont une visibilité beaucoup plus importante. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'attirer l'intérêt quand on a un discours quelque part complètement auto-centré sur la vie de l'institution, et surtout quand c'est le problème de nombreuses pages. Alors, je ne dis pas que dans les lignes éditoriales, le fait de relayer l'actualité de votre institution, de la fondation, etc., n'est pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais faire que ça, c'est se condamner quelque part à déjà, ne
pas ressortir du lot, ne pas se différencier des autres pages. Et deux, ce qui vous intéresse, vous, n'est pas forcément ce qui va intéresser l'audience. Et c'est comment on arrive à trouver des angles différents, des manières de traiter les problématiques, positionner, encore une fois, je disais, du contenu qui va permettre aux gens soit d'apprendre quelque chose, de s'interroger, d'analyser ou d'apprendre ou de simplement réagir en empathie avec ce contenu. On aura l'occasion d'y revenir, mais... Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est pas de votre page institutionnelle que va partir la mécanique. C'est vraiment de pages personnelles. D'où l'importance des influenceurs, donc d'identifier des personnes qui vont pouvoir être les porte-paroles, alors à la fois de votre institution, de votre actualité, mais également de la collecte, évidemment, vu que c'est quand même ce qui nous intéresse au final. Donc vous avez un travail très stratégique à effectuer en amont, en interne, avec les personnes concernées, c'est-à-dire d'identifier un ou plusieurs porte-paroles et bien évidemment de vous assurer de leur accord. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à certains moments, vous allez prendre le contrôle de leur publication personnelle. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être effectivement président, présidente, directeur, directrice de votre établissement, de la fondation, pourquoi pas des enseignants, chercheurs ou chercheuses, pourquoi pas des donateurs ou donatrices emblématiques, alumni, enfin étudiants, pourquoi pas. Alors, n'en choisissez pas 15, mais voilà, l'idée c'est de se dire, ces personnes-là, à certains moments, on va leur faire prendre la parole, avec leur accord bien évidemment, sur les sujets qui nous importent nous, pour travailler cette visibilité. Donc l'idée c'est vraiment déjà de préparer et d'optimiser leur profil, donc réfléchir en termes de ce qu'on appelle le personal branding, définir une stratégie éditoriale et mettre en place un calendrier de publication pour justement atteindre vos objectifs. Donc, ces influenceurs, plusieurs rôles sur LinkedIn, prendre régulièrement la parole pour développer donc, cette communauté de sympathisants. Alors, comment ? Ce qu'on conseille, nous, en démarrage pour tester, c'est de se dire on prend 3 mois et une fois par semaine, il y a un post qui est rédigé pour voir un petit peu la montée en puissance. Bien évidemment, pendant les temps forts de collecte, prévoir des postes liés aux appels à dons. Moi, je pense que l'idéal, ce serait de se dire, on démarre cette stratégie de publication peut-être justement 3 mois avant que vous démarriez une campagne de collecte. Et comme ça, vers la fin des 3 mois, vous pouvez essayer de pousser des postes liés à la collecte. Et si les choses ont bien pris depuis le début de cette stratégie, eh bien, vous verrez effectivement la viralité de vos postes et la visibilité en tout cas de vos postes de collecte qui seront, et de vos campagnes qui seront nettement améliorées. Et puis, vous pouvez utiliser également ça pour, LinkedIn, pour proposer de l'événementiel, organiser des conférences, des webinaires, via LinkedIn, pour aborder différentes thématiques de contenu liés à votre institution, de contenu d'expertise, contenu scientifique, contenu académique. Voilà. Donc, ça vous permet aussi d'animer cette communauté de manière différente, au-delà des simples posts. Et puis également, avec ça, vous allez certes chercher des nouveaux, c'est un petit peu l'idée au départ, mais ça va vous permettre aussi de fidéliser vos donateurs actuels, donc grâce à des actions de networking via LinkedIn. L'idée, c'est que ces influenceurs, ces ambassadeurs puissent bien évidemment ajouter des contacts à leur réseau dans un objectif de proximité, de valorisation. Je pense que c'est quand même assez valorisant pour certains. Alors, si c'est pas, tout dépend comment vous fonctionnez, mais si ce n'est pas déjà le cas, de voir qu'ils peuvent interagir avec le président ou la présidente de leur école ou de leur université. Et puis, bien évidemment, il y a la possibilité d'envoyer des messages privés pour des demandes très spécifiques. Je vous parlais des grands donateurs, par exemple. Alors là, je mets fidélisation des donateurs actuels, mais ça peut aussi être pour de la prospection. Inviter à un événement, solliciter un rendez-vous en one-to-one, un échange, etc. Ça peut se faire une fois que le contact est établi. Une fois que la personne est dans votre réseau, que vous voyez qu'elle suit votre activité, etc., c'est quelque chose qui peut tout à fait se tester via LinkedIn. Ouais, et peut-être pour compléter là-dessus, c'est en fait utiliser plusieurs choses. Déjà, en fait,
LinkedIn repose énormément sur la réciprocité, c'est-à-dire vous connectez à quelqu'un et quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas et lui envoyer dans la minute un message qui lui dit bonjour, alors voici, nous avons démarré une campagne de collecte, etc. Le lien est ici, on peut en parler, etc. Il n'y a rien de pire en fait parce que effectivement vous vous sentez complètement agressé. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir des stratégies un peu de long terme, c'est-à-dire à partir du moment où vous publiez, de toute façon, vous en avez sûrement fait l'expérience, vous générez de la visibilité et donc vous générez des passages sur votre profil, vous générez des demandes de contact entrantes aussi. Et en fait, un bon moyen, c'est de travailler justement la réciprocité, c'est-à-dire essayez d'identifier, vous, des gens qui pourraient être des cibles potentielles, entre guillemets, et n'hésitez pas, avant de les inviter à vous contacter, si il ou elle publie du contenu, à aller interagir avec leurs publications, les liker, les commenter. De la même manière, si ces personnes interagissent avec vos contenus, alors une fois que quelqu'un... imaginez quelqu'un qui rentre dans votre cible, entre guillemets, ou en tout cas qui serait intéressant d'avoir dans son réseau, vient commenter ou liker un de vos posts, ben c'est le moment d'aller lui envoyer une demande d'invitation. Le contact est établi et si on prend des stats sur les taux d'acceptation de connexion après une interaction, après un like ou un commentaire, on doit être proche de 100%. Je veux dire, vous êtes présent à l'esprit, il a interagi avec un de vos contenu, ça se fait de manière assez naturelle. Mais pour ça, effectivement, ça se cultive et c'est un travail aussi de longue haleine. Et là-dessus, bon, je pourrais y revenir, mais c'est pas mal de se mettre des petites routines parce que voilà, on n'a pas tous forcément le temps de se connecter tous les jours, de passer 1 heure, etc. Mais c'est de se dire, tous les matins, je prends 5 minutes et je m'astreins à aller interagir avec mon réseau, c'est-à-dire liker 3-4 posts, mettre 1 ou 2 commentaires, parce que c'est un excellent moyen de générer de la visibilité, à moindre coût ou à moindre frais en termes de temps, puisque c'est toujours, c'est toujours moins chronophage que de commencer à publier des contenus. Et derrière, essayer d'ajouter 4-5 personnes à son réseau, faire vivre en fait, faire vivre son compte à travers des petites routines comme ça et des actions et des interactions un peu ciblées. Oui, Oui, allez-y. Alors c'est intéressant. Du coup, je vais revenir un peu un cran en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises qui ont réussi à vraiment générer de la viralité et de la visibilité massivement sur LinkedIn, elles le font avec une double stratégie. Et une double stratégie, mais une stratégie qui commence par faire prendre la parole en interne à certains comptes. Et en fait, c'est une stratégie de visibilité qui passe par des personnes plutôt que par la page entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est plutôt, parce que vous avez une culture de la communication corporate, entre guillemets, vous avez une page qui est probablement animée depuis longtemps. L'idée, c'est pas de dire les pages, ça sert à rien, il faut arrêter, etc. Non, mais c'est se poser la question de comment est-ce qu'on articule la communication institutionnelle, la vitrine, avec des prises de parole personnalisées et en interne de la part de personnes, alors qu'elles soient plutôt dans les instances dirigeantes, mais idéalement aussi, et ça c'est la force des entreprises qui ont réussi, c'est d'arriver à faire prendre la parole à différentes personnes au sein des institutions, avec des casquettes différentes, des métiers différents, des lignes éditoriales différentes, parce que vous comprenez bien qu'une fois mis bout à bout, si on est en capacité d'aborder énormément de sujets, etc., potentiellement, c'est autant de chances de toucher des audiences différenciées et d'apporter de la visibilité à l'institution dans son ensemble et de valoriser à la fois les compétences, les analyses, les points de vue. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée de la visibilité. Donc, pour en revenir à votre question, toute cette technique un peu de réciprocité, etc., il faut la mener à l'échelle des comptes personnels. Mais bien sûr, il faut se servir aussi des comptes personnels. Il faut créer une sorte de maillage aussi et de maillage d'interaction entre les comptes personnels et la page entreprise, notamment en invitant des gens mais vous le faites probablement déjà, en invitant des gens à suivre la page entreprise. Vous savez que je ne l'ai plus en tête, mais ça a changé. Avant, c'était 100 invitations par mois et je crois que c'est passé à 200 maintenant ou 150. 250, ok, ça a bougé. Et donc, déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mentionner aussi
la page entreprise dans les postes personnels des gens qui prennent la parole, d'aller commenter des posts avec la page entreprise, ça aussi pour lui donner de la visibilité. De manière générale, on pourra y revenir, mais la stratégie de commentaire, elle est primordiale. Enfin, c'est peut-être l'arme la plus sous-cotée de LinkedIn. Avoir une stratégie de commentaire béton, essayer d'aller commenter, notamment sur des posts qui ont à forte visibilité, commenter des posts de leaders d'opinion de votre secteur qui ont une visibilité, etc. C'est un excellent moyen pour positionner à la fois soit votre compte perso, soit le compte de la page, et donc générer du trafic dessus et mécaniquement des demandes de contact, de la visibilité, de la notoriété, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Allez-y. Ouais. Alors, très bonne question. Alors, l'idée, effectivement, c'est de se situer à l'échelle individuelle, je dirais, enfin, collective, mais à l'échelle des comptes individuels. La page entreprise, j'imagine qu'elle a sa vie, vous avez déjà vos mécanismes pour l'animer, etc. L'idée, c'était de changer un peu de focus et de sortir de cette communication un peu étiquetée community management pour se focaliser sur les prises de parole personnelles. Et là-dessus, en fait, ça dépend, je dirais que ça dépend des organisations. L'idée, idéalement, c'est de commencer par une petite équipe de gens motivés et qui n'ont pas de problème pour prendre, parce qu'on est vraiment à la frontière entre, c'est toujours pareil, on est à la frontière entre des gens qui sont salariés d'une institution d'un côté, mais qui vont prendre la parole à titre aussi personnel, etc. Il y a des gens qui ont un problème avec ça et qui disent non, moi j'ai pas envie de devenir le porte-voix de ma structure, etc. Bon, on peut rien y faire et de toute façon le but c'est pas du tout de forcer les gens, au contraire. Mais de toute façon, il n'y a aucune chance que ça marche. Et ça, pire, ça peut être contre-productif. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'essayer déjà d'identifier en interne 3-4 personnes, pourquoi pas qui sont déjà actives, parce que c'est beaucoup plus facile de les embarquer derrière. Et d'essayer après, on verra qu'il y a des petites mécaniques, d'essayer de constituer une team, entre guillemets, en interne. Vous avez plusieurs techniques, mais ça peut être s'organiser un petit point de lancement. Pour déjà partager un petit peu qui souhaite prendre la parole sur quoi, se donner de la visibilité un peu sur les lignes éditoriales. S'il y en a qui ont des freins avec l'écriture, constituer des binômes de rédaction. Je relis tes posts, tu relis mes posts. Okay. Une fois qu'on a ça, essayer de s'astreindre à une régularité, c'est le plus important et en même temps le plus difficile. Tenir dans la durée, c'est un jeu de long terme. De toute façon, le contenu, c'est toujours un jeu de long terme et c'est plutôt un marathon. Alors, on verra qu'il peut y avoir des sprints et on vous montrera quand il y a des OP un peu ponctuels ou des lancements de collègues, des choses comme ça, on peut organiser les choses comme ça. Mais non, on est bien à cette échelle. Je fais une petite digression, je voulais le dire à la fin, mais bon nombre des choses que je vous dis là, en fait, j'ai créé un petit module de formation qui est gratuit en 4 emails à LinkedIn pour les acteurs de l'impact sociétal et environnemental. Et il est dispo sur mon site web, je pourrais vous passer le lien, n'hésitez pas à vous inscrire et vous aurez tous les éléments que je vous raconte là et beaucoup plus en direct. Ça sera plus simple aussi. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ok, parfait. Donc, je reviens ici. Oui, alors ça, c'est bon, c'est un petit truc en plus. C'est pas forcément le truc à faire tout de suite, mais nous, ça nous semble intéressant par rapport aux acteurs de la collecte. C'est à un moment d'inciter vos donateurs à en fait afficher dans leur CV LinkedIn qu'ils sont donateurs ou en tout cas qu'ils soutiennent votre institution. Donc, les bénéfices de cela, c'est vraiment évidemment de développer le sentiment de fierté d'être donateur, de fédérer les membres, hein, le côté peer-to-peer, etc. Si vous êtes en campagne majeure, par exemple, pas que, hein, mais ça marche bien aussi si vous avez des clubs ou si vous avez des programmes particuliers. Voilà, les membres de votre club grand donateur ou j'en sais rien peuvent effectivement signaler dans leur CV qu'ils appartiennent à ce cercle. Donc ça développe l'esprit de communauté, évidemment ça vous donne de la visibilité, hein, ça permet de recruter également des nouveaux donateurs et vous pouvez même aller jusqu'à taguer en fait certains dans les posts de vos influenceurs,
taguer certains donateurs. Alors avec leur accord, c'est peut-être mieux quand même, mais voilà, pour justement montrer que la collecte, c'est des gens aussi derrière qui adhèrent à ce que vous proposez. Donc et puis c'est de la mise en valeur de certains de vos donateurs. Oui. Mais est-ce qu'il l'avait écrit dans son CV ou ça mérite un petit coup de fil. On serait très content que que ce soit concret. Hormis financière. Si c'est il y a toujours des originaux qui vont, qui vont sortir des choses un petit peu. Après, sur cette partie-là, l'idée effectivement, c'est vraiment d'en informer les vraies personnes qui légitimement peuvent se réclamer de ça, de le revendiquer sur leur profil. Mmh. C'est vrai. Bon. Mais au pire, ils vous apportent quand même de la visibilité. Oui, c'est ça. Voilà. Ils seront pas, ils auront leur. Effectivement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent finalement sur LinkedIn. Ils peuvent, comme votre non-donateur qui estime qu'il l'est. Mais bon, ils seront pas sur votre rapport annuel, ils seront pas sur votre mur des donateurs. Donc, si quelqu'un veut aller regarder, après, dans le pire des cas, c'est quand même de la visibilité. Et de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que soit d'essayer de le régler avec eux et de leur demander poliment de retirer ça si jamais vous avez un problème avec. Ou de payer. Voilà, ou de régulariser, ouais. De régulariser. Ça, c'est la première chose, parce que la deuxième chose, c'est qu'à contrario, c'est un peu la problématique sur LinkedIn, mais si demain, j'ai envie d'ajouter que j'ai fait HEC sur mon profil, je peux tout à fait. C'est faux, mais je peux le faire. Enfin, en tout cas, la règle qui prime, c'est la liberté, en tout cas, de pouvoir revendiquer des pages dans ses expériences, etc. Donc, et là-dessus, je ne suis pas convaincu que la modération LinkedIn soit très efficace. On va passer, Guillaume, à un cas pratique, alors qui ne vient pas de votre secteur, malheureusement. J'en ai pas encore dans ma musette, mais qui permet d'illustrer de manière concrète tout ce qu'on a abordé jusqu'ici. Ok. Donc on va commencer par là. C'est une action de lancement vraiment d'une start-up que j'ai accompagnée sur LinkedIn en novembre dernier, fin de l'année dernière. L'appli s'appelle Don Chaleur. Je ne sais pas, est-ce que par hasard quelqu'un en a entendu parler dans la salle? Non, est-ce qu'on n'a pas fait le job assez bien alors? Non, l'idée, donc justement, ces gens sont venus me voir. Le concept était de monter en fait une start-up sur le principe de la solidarité énergétique. Le principe était assez simple. Il suffisait en fait de venir brancher, de venir plugger une app. Enfin, leur app venait se plugger sur un compteur Linky. Ils vous donnaient énormément, ils produisaient de contenu et donnaient énormément de conseils à travers l'app pour réduire sa consommation énergétique avec toute une série de bonnes pratiques, etc. Et en fait, parmi les économies d'énergie réalisées vis-à-vis de N-1 modulo la météo, basiquement, la facture économisée était reversée à 85% à des assos partenaires qui luttaient notamment contre la précarité énergétique, et eux venaient prendre les 15% restants pour se rémunérer. Et donc en fait, leur cible était clairement plutôt effectivement CSP+, des gens on va dire avec une conscience environnementale ou pour qui la sobriété compte, on va dire. Et du coup, d'où la volonté. Alors, en parallèle, ils avaient une grosse campagne média, relations presse, etc. Mais l'objectif de mettre le focus sur LinkedIn avec en fait deux actions.
on a mené 2 actions de front. La première, c'était de prendre la parole, notamment que les fondateurs du projet prennent la parole sur LinkedIn pour générer de la visibilité autour du projet et même générer des préinscriptions, des téléchargements, etc. Parce que l'app est sorti en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a lancé, c'est le mode startup, mais on a lancé avant que l'app soit dispo. Et donc l'idée, c'était d'avoir une première phase de collecte d'emails de gens à qui ils ont annoncé dans un deuxième temps et par mail que l'app avait été lancée et qu'ils pouvaient désormais s'inscrire, etc. Donc campagne de préinscription, et on l'a fait de 2 manières. Et c'est intéressant parce qu'on va voir en fait là le côté très concret, lancement, rédiger des posts, viser de la viralité justement. Et en même temps, le côté influence, mais cette fois-ci pas en interne, mais il y a aussi une campagne influenceur, entre guillemets, qui a été montée, parce qu'il faut le savoir, mais sur LinkedIn, l'influence arrive un petit peu à la manière de ce qui peut se faire sur Instagram ou sur TikTok, etc. L'influence arrive, alors avec des résultats plus ou moins importants, mais sur des causes, on va dire, qui ont du sens comme ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à bâtir. On aura l'occasion d'y revenir. Moi, c'est pas mon métier pour le coup. Moi, je les ai accompagnés dans leur création de contenu organique à l'échelle de leur profil. Et puis, c'est une agence spécialisée dans l'influence LinkedIn, d'ailleurs, qui s'est occupée de la partie influenceur. Donc, les objectifs de la campagne, c'était générer de la visibilité. Alors, on a choisi un angle très storytelling, on y reviendra. Véhiculer un message et des valeurs fortes, parce qu'ils étaient sur le créneau de la sobriété, la solidarité énergétique, etc. C'était pas... Le but, c'était vraiment, on avait travaillé une baseline un peu inspirante. L'objectif, c'était d'amener 1 million de foyers en France vers la sobriété et la solidarité énergétique. Et après, je vous disais, le côté inciter l'audience au passage à l'action, c'est-à-dire qu'on avait des posts qui étaient spécialement rédigés pour générer de la viralité, mais aussi de la conversion, parce que le but, c'était de collecter des adresses mail pour annoncer à ces gens 1 mois, 2 mois après que l'app était disponible et qu'ils pouvaient s'inscrire, etc. Voilà, et c'est là, effectivement, là, on n'est pas, par ce cas, on illustre bien qu'on n'est pas juste en train de vous dire qu'il faut être plus visible, avoir plus de likes, des partages, des choses comme ça, mais vraiment, on a un call to action à la fin, call to action qui pourrait être tout à fait le fait de demander un don, avec bien évidemment des contenus adaptés, mais pour vous montrer que voilà, il y a vraiment une action de la part de l'auditoire derrière. Voilà, et donc pourquoi j'insiste aussi sur le storytelling, ça va être l'occasion, je résume le dispositif, mais ce que j'ai dit, sur la première étape, c'était le lancement. On s'est dit, OK, on va faire partir 3 posts simultanés de la part des fondateurs. Ça, c'est une règle qui est assez importante. Quand vous lancez une collecte, quand vous avez réalisé tout le travail de préqualification en interne, de savoir qui allait prendre la parole, etc. Là, on se situe sur le cadre d'une OP particulière. On n'est pas sur de la communication au long cours, on va dire. Mais imaginez que vous lancez un programme de collecte. Le plus important, c'est quand même d'avoir une sorte voilà, on appuie l'effet un petit peu, on appuie sur le bouton et on appuie sur le bouton en même temps. Et on a alors soit le même poste, soit des postes différents, ça dépend de la stratégie qui est adoptée, mais qui part le même jour depuis chacun des comptes, depuis la page entreprise aussi. Et l'idée, c'est qu'en fait, on maximise la viralisation des contenus en partant un peu d'un instant T. Donc, 3 posts simultanés de la part des fondateurs, un angle storytelling, j'y reviendrai, et une large campagne d'influence. Donc, c'était ça la campagne, don de chaleur. On a éteint LinkedIn, etc. Ça, c'est l'agence qui s'en est occupée, je vous le disais. Mais l'idée, c'était qu'ils ont mobilisé, je pense, une vingtaine de comptes assez influents sur LinkedIn. Et d'ailleurs, dans des secteurs et des personnes qui étaient pas forcément, qui prenaient pas forcément la parole sur les questions de sobriété énergétique ou de transition écologique. L'idée, justement, c'est de taper assez large, et même y compris des gens qui sont assez éloignés, a priori, de ces questions. Et donc, de faire partir des posts. Je reviendrai sur les résultats. Je vais faire un focus sur les histoires. Donc, on a choisi, c'est ce qui marche en ce moment, ce qui est un peu la cote sur LinkedIn, des posts très storytellés. On raconte une histoire avec un début qui est généralement une situation de départ, une rupture. C'est vraiment comme au cinéma, en fait. C'est les structures classiques du storytelling. Je pars d'une situation donnée qui est plus ou moins satisfaisante. J'ai un élément déclencheur. Je traverse une période de creux. Je surmonte des obstacles et j'arrive à une situation d'arrivée qui est bien meilleure que la situation de départ. Ça, c'est un schéma de storytelling. Il y en a d'autres, et on pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi ces posts, regardez, je vais vous faire le zoom, mais donc le post de Mathieu, qui est le fondateur, a fait 882 likes. Donc, pour vous donner, généralement, moi, j'ai pour coutume de dire qu'on est sur un ratio de 1 à 100 en termes de visibilité. Donc, un post qui fait quasiment 1000 likes, et 107 commentaires, il fait à peu près 100 000 vues.
voyez, donc 100 000 impressions, c'est-à-dire qu'il est vu 100 000 fois. Donc Mathieu, c'est celui qui a le mieux marché. Pascal, on était à peu près à 20 000 vues. Et Laurent, on était à 30 000. Je fais un petit focus sur ces posts storytelling. Pourquoi est-ce que les posts qui annoncent des lancements de collecte, généralement, ne marchent pas? En fait, la réponse, c'est parce qu'en fait, ils commencent par la fin. Et c'est-à-dire que la fin, c'est du coup, on lance une collecte. Voyez, et 99% de ces posts, on peut les prendre, enfin, ça serait intéressant d'analyser peut-être les posts qui ont déjà été rédigés. L'accroche du post, c'est « youhou, on lance une collecte ». Ok, mais l'idée, c'est qu'en fait, on passe de comment dire, l'info la plus importante du post, ça doit être celle qui arrive à la fin et qui vient justifier soit un cheminement, qui vient soit conclure une histoire, qui vient soit se raccorder à un combat, à des valeurs. Et c'est ce qui va permettre en fait de générer de l'empathie, et c'est ce qui va faire en fait que ces posts, décollent, donc ils ont de la visibilité, et que les gens vont vouloir aller plus loin. L'annonce de la collecte, l'annonce de l'action, etc., c'est l'acmé vraiment du post, et généralement c'est la fin. C'est-à-dire, c'est parce que je vous ai raconté tout ça, c'est parce que vous êtes entré en empathie avec cette histoire, avec ces valeurs, c'est parce que ça vous correspond, etc., que vous allez aller plus loin et que vous allez vous inscrire ou que vous allez rejoindre le programme, etc. Okay, et donc, j'ai pas les posts en entier, je vous ai pas mis les liens, il faudrait, de toute façon, vous pouvez les retrouver, mais de mémoire, voilà, Pascal avait un storytelling qui disait, qui commençait par dire, voilà, je suis né dans les années 80, et j'ai grandi sans aucune conscience des enjeux climatiques et environnementaux. Là, elle creuse cet état de fait en disant, voilà, je suis né dans l'abondance et j'ai toujours cru comment dire, qu'un logement chauffé à 25 degrés, c'était la norme, et puis que ça tombait du ciel, etc. Et en fait, elle avait une deuxième structure de poste qui disait, mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas comme ça que ça marche, qu'énormément de gens n'ont pas accès à cette situation, etc. Et la fin du post, c'était, et donc pour tout ça, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de fonder des dons de chaleur, etc. On vous invite. Et là, on avait un petit paragraphe avec l'explication rapide de basiquement qu'était la boîte, qu'est-ce qu'elle apportait, quel était le mécanisme. Si vous souhaitez vous inscrire, on vous met le lien, etc. Mathieu, lui, c'était pareil en fait. Je vis dans un logement chauffé, mais je suis frileux. Et c'était le début de l'histoire et on partait là-dessus. Même chose. Et Laurent, alors, dans ces postes-là, ce qui est... Moi, je suis quand même un farouche partisan de l'authenticité et énormément de gens qui créent des posts comme ça un peu inspirants. Comment dire, on va dire qu'ils ont la main un peu lourde sur l'aspect, sur le pathos, sur le côté j'ai vraiment souffert, etc. Bon, je suis moyennement en phase avec ça. Mais pour autant, effectivement, il faut qu'il y ait si vous racontez une histoire, il faut qu'il y ait un changement d'état entre le début et la fin. Et s'il n'y a pas de changement d'état, c'est le côté, c'est l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire vous êtes parti, vous avez cheminé, vous êtes revenu, mais la différence, vous revenez au point de départ, mais vous êtes différent. En tout cas, vous avez échangé, vous avez appris, vous avez, etc. Voilà, c'est un peu l'idée des structures de storytelling. Et Laurent, c'était un poste un peu plus provoque en disant, voilà, je ne suis pas Steve Jobs et Mathieu n'est pas Steve Wozniak, mais on a fait un pari fou, convaincre 1 million de foyers pour passer à la sobriété énergétique. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, mais vous voyez qu'il y a un travail particulier sur les accroches qui sont vraiment faites pour capter l'attention et donner envie de cliquer sur le voir plus. Ok, j'avance un peu parce qu'il nous reste 10 minutes. Ok, étape 2, donc ça c'était le lancement. Et effectivement, comme Lorraine le disait, il y a une phase stratégique qui est le lancement. La phase stratégique d'urgence que vous connaissez tous dans les derniers jours, ding dong, on ferme les portes dans 2 jours, etc. Donc jouer sur le sentiment d'urgence pour générer de la collecte, c'est des mécanismes assez classiques et notamment du marketing, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et après, nous, l'idée, c'était de maintenir la prise de parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a lancé? Ok, c'est bien, mais maintenant, il faut continuer à prendre la parole, il faut animer, etc. Et donc, ça, alors on va dire, comment dire, c'est assez antinomique avec la culture institutionnelle française, je dirais, mais c'est ce qu'on appelle le build-in public, c'est-à-dire créer de la transparence et en fait embarquer votre audience dans votre histoire personnelle, dans votre cheminement, à travers le fait de partager un petit peu la vie de votre projet au quotidien. Voilà, et faire des posts, voyez là. Donc on a fait le lancement. Le lancement avec l'OP Influenceur a généré 12 000 collectes de mails. Donc, il y a du chemin à parcourir. Ça faisait 0,1% du million envisagé, mais c'est quand même pas rien.
Et donc, derrière, on avait une deuxième phase qui était une phase de remerciement, etc., qui permettait aux gens de se réengager avec ces postes parce qu'ils voyaient que finalement, ce en quoi ils avaient adhéré, ils n'avaient pas été les seuls, etc. Donc, on générait aussi ce qu'on appelle de la preuve sociale, hein, de la confiance parce que de la crédibilité. 12 000 personnes qui s'engagent dans un projet, en tout cas qui se préinscrivent, c'est pas rien, sur la base de 3 posts LinkedIn et d'une OP influenceur. Et donc derrière, en fait, on annonçait les lancements de l'application, les difficultés rencontrées, etc. Et on a structuré un peu la prise de parole comme ça au long cours, dans le but de générer toujours des préinscriptions, des inscriptions, etc. Donc voilà, ça c'est le côté build public. Alors c'est assez difficile à faire parce que effectivement beaucoup d'institutions, d'organismes ont une culture un petit peu de la verticalité et de la maîtrise de la communication, notamment, maîtrise, si ce n'est verrouillage, ça dépend des institutions, mais c'est vrai que souvent c'est un peu la chasse gardée de la com et c'est difficile un peu de partager les coulisses. Mais pour autant, dans ce qu'on appelle le community building, qui est le fait d'embarquer une audience dans une histoire avec vous, etc., c'est une arme assez puissante, le fait de bâtir en fait son projet aux yeux, sous le regard de son audience. Voilà, bon ça c'est ce que je viens de dire. Vous voyez, pareil, ça je vous ai mis modestement, je me suis cité. Donc je vous disais que j'avais lancé une formation en ligne, etc. Et en fait, je l'ai partagé comme ça en disant, ben voilà, vous voyez, toujours pareil, les accroches un petit peu accrocheuses, entre guillemets, mais je me suis toujours demandé si être clivant était utile pour servir une cause. Et en fait, je n'ai pas la réponse, mais j'ai décidé de l'être. Et en fait, j'annonce que je viens d'ouvrir ma formation LinkedIn, mais qu'elle est gratuite, mais qu'elle est seulement réservée aux gens qui ont un impact environnemental, sociétal, social, etc. Et que je filtre et que les autres, ça sera tant pis, etc. Donc là, à la fois je bâtis en public, et là j'ai fait quelques posts pour annoncer que voilà, là j'avais dépassé les 450 inscrits, qu'il y avait des boîtes, parce qu'il y a pas mal d'entreprises effectivement qui œuvrent pour la transition écologique, donc je citais ces boîtes, ce qu'on appelle de la preuve sociale, ça crée de la dynamique, et de l'extérieur on voit que voilà, quand vous citez des noms, quand vous dites que toute la division climat d'AXA a rejoint la formation, etc., effectivement ça vous permet, vous voyez, de gagner en légitimité. Et donc voilà, le building public, bâtir son aventure aux yeux de tous, ça génère de la sympathie, de la preuve sociale. Et après, le secret, bon, mais c'est d'être un peu authentique, partager ses faiblesses et toujours pareil, arriver toujours à les dépasser. Ça, c'est le côté un peu storytelling, mais voilà. En termes de résultats, donc vous voyez ces fameux 3 posts, en tout, ils ont généré un peu plus de 150 000 vues sur 3 posts. Donc c'est quand même assez costaud. Le post de Mathieu est vraiment arrivé en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que le post de Pascal donc Pascal n'animait pas son réseau. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle avait publié un truc, c'était 2 mois avant. Et avant, elle avait dû rédiger 2 posts LinkedIn qui avaient dû faire 5 likes, quoi. Et elle arrive en étant personne quelque part, et elle arrive à faire 200 likes sur un post, ce qui est déjà assez costaud. Et ça vous montre aussi la puissance et le levier de la campagne. Donc vous voyez, 150 000 vues. La campagne d'influence, elle, mais qui avait mobilisé plus de 30 comptes assez influents sur LinkedIn, etc., a généré 1 million de vues, elle. Et donc au total, c'est quand même 12 000 préinscriptions pour le téléchargement de l'application, etc. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Est-ce que... oui. Oui. Alors, c'est une bonne question. Là, ce que ça a rapporté à cette étape du projet, si vous voulez, la métrique, c'est les inscrits. Donc, c'est les pré-inscrits, donc c'est 12 000, je ne pourrais pas vous dire. Ce que ça a coûté, je n'ai pas les chiffres de l'OP d'influence. Moi, ce que ça leur a coûté de mon côté, c'était un accompagnement sur 3 mois. Donc, au-delà du lancement, il y avait derrière 12 ateliers d'écriture pour qu'à l'échelle de la boîte, il y ait 4 personnes qui rédigent leur post chaque semaine, etc. Et de mon côté, c'était un accompagnement à 7 900 €, voilà, hors taxe. Ok, effectivement, il y a... Voilà. Après... c'est vrai que là, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai ouvert un peu l'atelier en disant que moi, en tout cas, j'ai pas de stats sur ce genre d'action pour des actions
de collecte avec ce genre de dispositif, parce qu'on l'a, nous, en tout cas, pas encore expérimenté. C'est quelque chose vraiment qu'on essaie de pousser avec Guillaume de manière conjointe avec Opening sur la partie conseil et sur la partie créa aussi de notre côté, auprès des clients qu'on accompagne. Et moi, je suis persuadée que sur le secteur de l'ESR, il y a un vrai terreau pertinent pour aller là-dessus. Après, effectivement, en termes de ROI, etc., à date, j'ai pas de chiffres particuliers à vous communiquer, malheureusement. Donc, avis à ceux qui ont envie de tester. Et nous animerons un atelier AFF l'année prochaine. Voilà. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Publicitaire ? Ok. Petite question, c'est de la pub payante ? Ok. Ça me donne l'occasion de faire un petit partage d'expérience peut-être là-dessus. Il faut savoir que la pub payante sur LinkedIn est très très chère comparée à d'autres plateformes. Pour vous donner une idée en fonction des audiences, alors moi je fais je fais de la pub, mais parce que je viens du monde de la pub, j'ai commencé en freelance par faire des ads sur Facebook et sur Google. Et j'en fais sur LinkedIn un petit peu, bien que mon cœur de spécialité soit plutôt la rédaction de contenu. Mais pour vous donner quelques idées, toucher 1000 personnes qualifiées, certes, sur LinkedIn, parce que LinkedIn vend très cher ses audiences parce qu'il présume qu'elles sont très qualifiées. Ça reste une bibliothèque de CV, les profils sont quand même assez largement remplis, etc. Donc, les critères de ciblage sont bons. Mais donc, toucher 1000 personnes sur LinkedIn, en fonction des segments et des campagnes, ça peut vous revenir entre 20 et 40 euros. Vous voyez, ça reste énorme, en fait. Enfin, c'était pas, vous n'avez pas les chiffres. C'était combien ? Alors, vous intégrez le prix de l'agence quand même. Ok, le budget média de LinkedIn pour toucher combien de personnes ? Voilà, parce que je parle de CPM, moi, c'est-à-dire le coût pour toucher 1000 personnes. Hein. Ok. Ok. Et parce que vous aviez des audiences plus larges, peut-être ? Ok. Ça marche. Ok. Bon, et après. Ah, mais sur vos fans ? Non ? Il ne faut pas. Ok. Mais après, très honnêtement, ça dépend des campagnes. Mais moi, d'expérience, j'ai dû en sortir une quinzaine. Et les chiffres varient en fonction des segments. Mais moi, je ne suis jamais tombé en dessous de 15-20 euros. Quoi. Bon, après, en tout cas, c'est plus cher. Et de toute façon, moi, je reste persuadé qu'une bonne alternative à la publicité aussi reste la prospection. Et parce que en fait, vous avez la mécanique de constitution des audiences est différente. C'est-à-dire que autant quand vous faites de la pub, le ciblage, vous allez sélectionner un certain nombre de paramètres et faire confiance à LinkedIn en lui disant je veux aller toucher des gens dans tel secteur d'activité, dans un rayon géographique de temps, avec telle expérience ou tel job title. Enfin, les options de ciblage et de filtrage sont assez multiples. Et LinkedIn va simplement vous dire ok, en face, tu as une audience de 60 000 personnes, tu as une audience de 20 000 personnes, tu as une audience de etc. Et vous allez segmenter et suivre vos campagnes comme ça. On n'en a pas parlé, mais après, la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la prospection. Et là, en fait, il faut aller filtrer avec un certain nombre de filtres qui vont vous permettre de filtrer soit par profil, soit par entreprise. Et notamment, donc, imaginez que vous allez chercher à
comment dire, à isoler un certain profil de personnes à l'intérieur de certaines entreprises. Vous pouvez vous constituer une liste d'entreprises et aller chercher dans cette liste d'entreprises les profils qui vous intéressent à partir de critères comme le titre professionnel, comme la géographie, comme les filtres sont assez importants. Et derrière, lancer des campagnes qu'on appelle conversationnelles, c'est-à-dire plutôt que de les toucher en masse avec une publicité qui s'affiche dans leur fil d'actualité, avoir des scénarios en fait plus ou moins automatisés, mais qui soient des scénarios de étape 1, demande de connexion, étape 2, je laisse passer un peu de temps, j'envoie un premier message, j'envoie un deuxième message, etc. Et avec pour but soit de générer un rendez-vous, soit de s'inscrire à une page, etc. Et voilà, bon, ça, c'est des choses qui se font aussi. Oui. Alors, plusieurs choses là-dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le fait de soit divertir, intéresser, enfin instruire entre guillemets, ou faire réagir. Et là-dessus, vous avez deux options. La première, c'est que plutôt que de dire « Youhou, on était présent à la conférence, c'était génial, etc. », c'est « Qu'est-ce que vous en avez retenu ?» Faites un post actionnable, c'est-à-dire voilà, faites un post sur les 3, les 4 choses que vous avez retenues, qui vous ont marqué dans cette conférence, et donner de la valeur ajoutée autour de ça. La deuxième, c'était peut-être raconter une histoire sur en quoi est-ce que cette conférence a transformé quelque part, ou en tout cas vous a aidé personnellement à être une meilleure fundraiser quelque part. Et voilà. Et surtout, n'oubliez jamais que l'annonce de la collecte, c'est la fin du post, toujours. Voilà. Ok, de rien. Ouais, ça marche. Merci.